Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il semblerait que vous appréciez particulièrement les threads d'horreur qui se passent en France. Habituellement, je fais 3 histoires, mais là, pour vous faire plaisir, et il faut bien l'avouer pour me faire plaisir à moi aussi, je vais non pas vous raconter 3, mais 5 histoires qui viennent de Reddit, mais en France. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, AconTV si vous souhaitez me suivre là-bas et me partager une histoire flippante qui vous est arrivée. Cette vidéo est aussi assez particulière parce qu'elle est la première que je confie à un monteur. Quelqu'un qui est bien plus qualifié que moi, qui s'y connaît bien plus. Antoine, incruste-moi dans une forêt un peu sombre. J'espère en tout cas que cette collaboration vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à féliciter Antoine, le monteur, pour le montage de cette vidéo. J'espère que vous êtes bien installés et si c'est le cas, laissez-moi vous raconter la première histoire. L'histoire que je vais vous présenter est une histoire qui a été présentée sur Reddit, le Reddit français, par Léa. Au moment où elle écrit son histoire, elle est âgée de 22 ans, mais elle nous dit que tout a commencé alors qu'elle était âgée de 17 ans. Elle nous raconte qu'au travail de ses parents, il y a un nouveau collègue qui a rejoint leurs équipes. Un jeune homme âgé de 21 ans, du nom de Patrick, qui vient de l'autre bout de la France, donc il est tout nouveau et dans la ville où vit Léa et au travail. Donc pour l'intégrer un petit peu, pour qu'il se sente bien, les parents de Léa l'invitaient à différentes occasions à passer une soirée à la maison pour qu'il puisse faire plus ample connaissance et qu'il puisse se sentir bien accueilli. Au début tout se passait bien, l'entente était plutôt bonne avec ce fameux Patrick. Et il se trouve qu'il avait un point commun avec Léa, c'est qu'il adorait les chevaux. De là d'où il venait, il avait plusieurs chevaux. Et il se trouve que Léa en avait également chez elle. Et elle avait un peu du mal à s'en occuper, et donc l'arrivée de Patrick dans sa vie était en quelque sorte une aubaine. Donc de plus en plus régulièrement, il a commencé à venir au domicile de Léa pour l'aider à entretenir ses chevaux. De plus, Léa nous explique qu'à cette époque-là, elle ne s'entendait pas très bien avec ses parents. Donc, s'occuper de ses chevaux, c'était en quelque sorte un exutoire pour elle. Ça lui permettait vraiment de sortir de cette situation de conflit qu'elle avait avec ses parents. Et c'est là que ça commence à coincer. Parce que Patrick, qui venait quasiment tous les week-ends, eh bien, l'empêchait en quelque sorte de se retrouver seule avec elle-même. Donc, elle devait à chaque fois patienter que Patrick s'en aille pour là vraiment pouvoir se retrouver seule dans ses pensées. Sauf que Patrick restait à chaque fois étonnamment longtemps en compagnie de Léa. C'est pour dire, il ne passait pas à chaque fois 1 heure comme ça pour l'aider et après il partait. Pas du tout. Ce qu'il se passait, c'est qu'il restait parfois de 13h à 20h. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne restait pas autant de temps en compagnie de Léa pour s'occuper des chevaux, il n'était pas actif. Il restait constamment collé à elle. Et justement, cette recherche de proximité, c'est quelque chose que Léa n'appréciait pas vraiment. Certes, elle n'avait pas un avis négatif sur Patrick à la base quand il venait de manière occasionnelle à la maison, mais là, sachant qu'il est beaucoup plus présent, eh bien ça commence à la déranger assez fortement. Donc, assez naturellement, Léa a décidé de prendre ses distances avec lui. C'est-à-dire que quand Patrick venait chez elle, elle lui disait à peine bonjour, en gros, elle ne le calculait pas. Et la situation se débouche à un moment donné. Effectivement, Léa obtient son baccalauréat, félicitations à elle, elle quitte le domicile familial pour aller faire ses études dans une autre ville et elle ne rentre que les week-ends. Elle nous dit qu'elle était en prépa vétérinaire, donc elle avait énormément de travail tellement qu'elle avait à peine le temps de s'occuper de ses chevaux. La plupart du temps quand elle rentrait, eh bien elle restait dans sa chambre à réviser, donc elle ne croisait plus vraiment le chemin de ce fameux Patrick. Et un jour, lors d'un week-end, alors que Léa était en train de réviser dans sa chambre, le fameux Patrick est rentré dans la pièce sans toquer pour la saluer. C'est quelque chose qui a pas mal dérangé, comme vous pouvez le comprendre, notre amie Léa. Elle en a donc parlé à sa mère et les week-ends qui ont suivi, quand Patrick venait, dès que sa mère avait le dos tourné, lui en profitait pour aller dans la chambre de la jeune fille et il imposait sa présence. Il restait là pour profiter de sa compagnie, évidemment, contre le gré de Léa. De plus, il ne restait pas là juste à la saluer, il commençait à devenir de plus en plus entreprenant, il proposait des sorties, comme aller au cinéma, faire un bowling, il lui a même proposé d'aller dîner chez lui, et à chaque fois,
Léa refusait et elle a même compris qu'il lui faisait en quelque sorte des avances, donc elle a trouvé l'excuse imparable, qui n'était pas un mensonge d'ailleurs. Elle lui a dit qu'elle était en couple et donc naturellement indisponible. Mais visiblement, ce n'est pas un argument qui empêchait les actions de Patrick. Il continuait de faire ses propositions, donc Léa continuait de les refuser, et la semaine, quand Léa retournait chez elle pour faire ses études, Patrick la harcelait de messages. Il essayait d'engager des conversations, Léa lui montrait très clairement qu'elle n'était pas intéressée, elle ne répondait jamais à ses messages, et au bout d'un moment, tellement agacée par le comportement de cet homme, elle l'a même bloqué. Sauf que Patrick a réussi à aller au-delà des réseaux sociaux, il a réussi à obtenir le numéro de Léa auprès de sa mère en prétextant devoir lui parler à cause d'une situation urgente. Ça a duré pendant 2 ans, ce qui est une durée assez énorme. Concrètement, pendant les 2 années où Léa était en prépa, et c'est une situation qui la dérangeait tellement qu'elle a décidé pendant ces 2 ans de ne plus rentrer chez ses parents le week-end comme elle avait l'habitude de le faire pour justement éviter de croiser le chemin de Patrick. Et là vient un coup dur dans la vie de Léa. Elle se sépare de son petit ami. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ça se passe pendant un été, après les fameuses 2 années de prépa, les ruptures, ça peut arriver. Et il se trouve que cette rupture, Patrick, on ne sait pas trop comment, eh bien, il en a eu connaissance. Et donc, alors que Léa était rentrée chez elle pendant l'été, eh bien, il s'est dit qu'il allait attendre devant chez elle, en voiture, pour essayer de la voir. Et c'est là que tout a un peu dégénéré. Si jamais Léa sortait avec une de ses amies pour aller boire un verre ou manger quelque part, peu importe, Patrick l'a harcelée d'appels parce que il ne comprenait pas qu'elle accepte de sortir avec des amis, mais jamais avec lui. Pendant cet été-là, pour se changer les idées après la rupture et pour gagner un peu d'argent, Léa a travaillé dans un magasin et Patrick venait sur le lieu de travail de Léa au moins 3 fois par semaine. C'était une situation tellement dérangeante que Léa, quand elle voyait que Patrick rentrait dans le magasin, allait se cacher dans la salle de pause. Patrick allait d'ailleurs au-delà de juste aller sur le lieu de travail, il demandait aux collègues de Léa où elle était, à quelle heure elle finissait, parce qu'il souhaitait attendre la fin de son service pour la voir. C'était clairement pour Léa un enfer. Et toujours pendant cet été-là, les parents de Léa sont à un moment donné partis en vacances pendant 2 semaines. Elle, vu qu'elle travaillait, elle est restée à la maison, seule, avec ses chiens. Elle faisait de grosses horaires à son travail, elle rentrait assez tard le soir. Et elle nous dit que tous les soirs, la voiture de Patrick était garée devant son domicile. Vivant à la campagne, personne ne s'inquiétait de quoi que ce soit, il n'y avait pas de passage autour du domicile de Léa, donc personne ne se disait que la présence du véhicule de Patrick était inquiétante. Patrick expliquait qu'il était là pour s'occuper des chevaux de Léa, qui n'avaient plus forcément le temps de s'en occuper, et dès que Léa était à la maison, il en profitait pour passer à l'intérieur, pour essayer de lui parler. Et c'est pendant une des semaines où Léa était seule chez elle qu'elle nous dit que le pire est arrivé. Elle avait passé une longue journée de travail, elle était épuisée, elle était rentrée encore une fois assez tard et vers 22h elle s'est rendue compte que la voiture de Patrick n'était pas devant chez elle. Donc assez rassurée, elle s'est dit que ce jour-là, il n'allait pas venir la déranger. Elle nous explique que chez elle, une des portes donne directement sur la baignoire où elle avait décidé de prendre un petit bain pour se relaxer. Pensant qu'elle était totalement seule, elle a donc commencé à s'installer dans le bain, la porte de la salle de bain ouverte, au cas où que ses chiens veuillent la rejoindre, pas dans le bain mais dans la salle de bain s'ils se sentaient seuls. C'était des gros chiens, des labradors, mais très calmes, très doux, qui n'aboyaient jamais. C'est pour dire, alors que Léa prenait un bain tranquillement, eux étaient allongés dans la pièce, dans une ambiance totalement calme. Et d'un coup, Léa nous dit qu'ils se sont redressés, comme s'ils avaient entendu un bruit ou qu'ils avaient remarqué quelque chose. Et après ce geste brusque, ils se sont mis à grogner, chose qui est assez inhabituelle pour eux. Et 5 secondes après les grognements des chiens, Léa a regardé en direction de là où regardaient les chiens et elle a vu Patrick au niveau d'une porte-fenêtre qui toquait. Elle a fait comme si elle ne l'entendait pas. Elle était évidemment très mal à l'aise, elle se dit que ce Patrick était là depuis un moment, à l'observer, depuis l'extérieur de la maison, et au bout d'un certain temps. Sur papier, c'était pas très long, mais pour Léa, c'était l'équivalent de quelques heures. Patrick est parti, et heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas tenté de rentrer dans la maison. Jusqu'au retour de ses parents.
Léa, tellement marquée par les agissements de Patrick, a décidé de ne plus jamais dormir seule chez elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne dormait plus dans sa maison, ça veut dire qu'elle y dormait à chaque fois avec quelqu'un d'autre, des amis par exemple. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'un soir, Patrick est revenu. Elle était dans la piscine de sa maison à l'extérieur, il faisait nuit, elle était avec un ami, et alors qu'elle passait un bon moment, qu'elle commençait un peu à oublier pendant cette soirée toutes les souffrances psychologiques que lui faisait subir Patrick, eh bien elle a entendu une voiture se garer dans son allée. Et Patrick, comme s'il était chez lui, a fait le tour de la maison et a commencé à rejoindre Léa et son ami avec un sourire bien trop satisfait. Sauf que, au moment où il a remarqué que Léa n'était pas seule, là, il s'est arrêté net et son sourire a disparu de son visage. Et même au-delà de juste se figer, Patrick a fait demi-tour. Léa était très contente ce soir-là de ne pas être seule parce qu'elle ne sait pas ce qu'il se serait passé si jamais ça avait été le cas. Le temps a passé un petit peu. Les parents sont rentrés à la maison et plutôt que de soutenir leur fille, ils ont dit, en se plaignant, qu'ils n'étaient pas contents que Léa ait ramené des gens à la maison. En larmes, Léa a tout raconté, elle a essayé d'expliquer le calvaire qu'elle vivait depuis maintenant quelques années, mais ses parents ne l'ont pas cru. Ils lui ont dit qu'elle se faisait probablement des films, que Patrick n'avait rien à se reprocher, que c'était quelqu'un de très serviable. Et Léa avait beau essayer d'expliquer le manège que jouait Patrick, c'est-à-dire d'un côté avec eux être un peu l'homme idéal, l'homme très serviable, et bien avec Léa, il est un psychopathe obsédé par elle. Du coup, comme vous pouvez vous en douter, Léa a passé une fin d'été absolument affreuse. À la rentrée, Léa reprend ses études, un peu comme pendant ses années de prépa, la semaine elle est dans son appartement, elle fait ses études et le week-end elle rentre à la maison, et au fur et à mesure du temps elle se rend compte d'une chose qui va clairement dans son sens. Elle se rend compte que Patrick vient de moins en moins au domicile de ses parents. Elle ne dit rien, elle en est très heureuse, la raison pour laquelle Patrick venait de moins en moins souvent. Cette raison, c'est que ses parents ont commencé à croire ce que Léa leur avait raconté pendant l'été. Il se trouve qu'au travail, là où travaillaient également les parents de Léa, Patrick disait, à qui voulait bien l'entendre, que Léa était la femme de sa vie, qu'elle sera à lui un jour ou l'autre, coûte que coûte, qu'elle le veuille ou non, et que jamais il ne la laissera partir. À l'époque où elle avait un petit ami d'ailleurs, et que c'était connu auprès des collègues des parents, et bien ces fameux collègues disaient à Patrick, mais t'as aucune chance, elle a un petit ami, et lui répondait, assez sûr de lui, de toute manière ils vont se séparer, et à ce moment-là je n'aurai qu'à la séduire, la ramener chez moi, et ce sera bon. C'est suite à l'écoute de tous ces dires que là les parents de Léa ont compris qu'effectivement Patrick avait un énorme problème d'obsession vis-à-vis d'elle. Ce sont des événements qui ont duré à peu près 5 ans, qui n'ont pas vraiment de fin, parce qu'en soi Patrick ne venait plus à la maison, mais ce n'est pas parce qu'il ne vient plus au domicile de Léa qu'il n'est plus obsédé par elle. Donc Léa a une peur, c'est de refaire face à Patrick un jour ou l'autre, et qu'il aille encore plus loin dans son obsession, par exemple en se rendant directement devant là où elle a son appartement quand elle fait ses études. Parce que dans cet appartement-là, elle est seule, il n'y a pas ses parents. Donc elle a cette peur un jour, en sortant de chez elle, de tomber sur lui. Et elle espère, ainsi que nous aussi bien évidemment, que ce genre de situation n'arrive jamais. C'est là que son témoignage prend fin. C'est une histoire assez folle que je voulais vous partager parce qu'elle se dénote beaucoup du type de thread horror que l'on peut voir habituellement où il y a des rencontres directes avec des personnes dangereuses. Là c'est beaucoup plus psychologique, plus sur la longueur. On sent que le Patrick joue à un jeu très néfaste pour Léa parce que bien qu'il n'ait pas eu d'action sur elle physique, et bien tout ce qu'il fait depuis qu'il a rencontré Léa a créé des traumatismes chez elle qui aujourd'hui lui font peur au quotidien. Je vais maintenant vous partager dans cette deuxième histoire le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Marine. Marine nous dit qu'elle était étudiante à Montpellier en fac de droit. Elle habite dans une résidence étudiante comme il y en a beaucoup d'autres en France et elle nous partage quelque chose. Alors le témoignage date d'il y a 2 ans mais au moment où elle le partage c'était la veille de quand elle a partagé la chose sur Reddit. Elle nous dit qu'on est un soir. Elle vit seule au premier étage d'un bâtiment et qu'au bout du couloir qui constitue son étage, il y a une fenêtre qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Il est un peu avant minuit, vers 23h50, quand
Marine entend quelqu'un toquer à sa porte. Au début, pas de réaction de la part de Marine. Elle lève juste un peu la tête en direction de la porte, elle se demande si elle a rêvé en quelque sorte le fait que quelqu'un toquait à sa porte ou s'il y a bien quelqu'un qui attend qu'on lui ouvre. Sauf que, elle entend de nouveau qu'on toque à sa porte. Donc, Marine, évidemment, comprend que ce n'est pas son imagination, elle se lève, elle s'approche de la porte d'entrée et alors qu'elle allait poser sa main sur la poignée pour l'ouvrir, la personne qui était de l'autre côté ne toque plus, mais tambourine à la porte. Tout de suite, ça fait un choc à Marine. Elle a un léger recul, elle est très surprise par le son. Donc le premier réflexe qu'elle a, c'est d'appeler sa mère. Elle cherche quelqu'un qui la rassure. Donc elle l'appelle, Marine a très peur, donc elle commence à pleurer au téléphone, elle raconte ce qui se passe à sa mère. Et sa mère, dans un premier temps, pense qu'elle a affaire à une blague de sa fille. La situation lui semble beaucoup trop grosse pour être vraie. Mais elle comprend qu'il y a bien quelque chose qui se trame, parce qu'elle entend au travers du téléphone la personne de l'autre côté de la porte qui tambourine de nouveau celle-ci. Marine, elle, s'est reculée quelques pas, elle s'est assise sur son lit, le regard fixé sur la porte avec sa mère au téléphone. Et là, pendant une vingtaine de minutes, encore et encore, la personne toque à la porte de Marine. Et ensuite, il y a une escalade. La personne ne frappe plus à la porte, mais elle semble comme frapper la porte avec un couteau. Comme si en fait il avait planté le couteau dans la porte et il commençait à griffer la porte avec la pointe du couteau. Très inquiète, la mère de Marine lui dit de raccrocher et d'appeler la police sur le champ. Il était à peu près minuit 20 à ce moment-là. Marine s'est exécutée, elle a appelé la police. L'opérateur qu'elle avait en ligne a demandé son adresse, qu'elle décrive un peu ce qui se passait. Et juste après avoir fini de raconter ce qu'il y avait, la police a raccroché après avoir dit « c'est noté ». À ces mots, vous pouvez penser que la police comprend qu'il y a urgence et qu'ils ont envoyé une patrouille sur le champ pour sauver Marine de cette situation très délicate. Absolument pas. Ils n'ont envoyé absolument personne, laissant Marine face à son sort. Finalement, Marine appelle un de ses amis qui était gendarme et qui lui a décidé de passer voir si tout allait bien, a pris son service. C'est à 1h10 que lui est arrivé à l'immeuble où vit Marine, dans la résidence étudiante. Normalement, on ne pouvait pas rentrer comme ça dans le bâtiment, donc Marine lui a jeté des clés par le balcon pour que lui puisse rentrer. Il est venu au niveau de la porte, il a toqué, Marine lui a ouvert, et c'est en ouvrant la porte que là, Marine s'est rendu compte que sa porte avait été littéralement charcutée. Autre détail que Marine a pu voir maintenant qu'elle se sentait évidemment en sécurité, c'est que la fenêtre qui se trouvait au bout du couloir était ouverte, alors que c'était une fenêtre qui se trouvait être constamment fermée. Donc, il n'est pas difficile de comprendre que l'individu qui a charcuté la porte de l'appartement de Marine était parti par la fenêtre. Accompagnée par son ami le lendemain, Marine est allée déposer une main courante. Et pour la police, la situation est plutôt claire. La personne qui a effrayé Marine la veille était quelqu'un qui l'observait depuis probablement un moment. Quelqu'un qui l'observait sûrement alors qu'elle se trouvait sur son balcon, qui savait où elle vivait. Donc évidemment, Marine, en entendant tout cela, toutes les suspicions de la police, n'a pas été rassurée du tout. Elle est sortie du commissariat en pleurs parce qu'elle se disait qu'elle était suivie par quelqu'un de mal intentionné. Les dégâts provoqués sur la porte en sont une preuve concrète. Elle est très heureuse de ne pas avoir ouvert la porte la première fois quand quelqu'un a toqué. Elle n'a absolument pas idée de qui cet individu peut être. Elle ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et c'est une histoire qui l'a traumatisée. Cette histoire, Marine souhaiterait qu'elle serve une mise en garde pour dire de regarder toujours en soi au travers du Judas, si on en a un évidemment. Car comme Marine le dit, elle n'a pas idée de ce qu'il se serait passé si jamais elle avait ouvert la porte. Elle pense malheureusement qu'elle n'aurait pas été là pour raconter son histoire. Et donc je pense qu'on peut tous être très heureux que Marine n'ait jamais déverrouillé cette fameuse porte. Dans cette troisième histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Sarah. Sarah nous dit qu'elle a rencontré un homme sur Tinder. Le courant passait très bien, elle était très intriguée par cet homme parce qu'il avait de la conversation, de la culture, en soi beaucoup de qualités qui lui plaisaient. Elle était plutôt confiante, se disant que peut-être elle allait enfin avoir le droit à une belle relation, sachant qu'elle n'avait pas connu que des belles relations jusqu'à présent.
Effectivement, elle était généralement tombée via cette application sur des hommes qui recherchaient plutôt des aventures d'une nuit plutôt que des aventures d'une vie. À force de parler, elle s'est rendue compte qu'elle avait des amis en commun avec cet homme. Donc, plutôt rassurée par cet élément-là, quand lui a proposé de dormir chez lui, elle a accepté sans trop se poser de questions. Elle en avait parlé à ses amis qui ont tous dit d'une voix commune qu'il était très sympathique, qu'il n'y avait aucun danger, qu'il n'y avait aucun problème vis-à-vis de lui. Donc Sarah a accepté avec presque une confiance aveugle. Il était validé par ses amis, donc pourquoi elle ne validerait pas elle-même? Donc le jour J, elle arrive chez ce jeune homme, il est vers 21h, et dès qu'elle met les pieds dans son appartement, elle a un malaise. Non pas qu'elle tombe dans les pommes, mais elle se sent extrêmement mal. L'ambiance est plutôt glauque. L'appartement est très mal entretenu à tel point qu'il fait penser à un squat. Il n'y a quasiment pas de lumière, peu de décoration. Vous l'avez compris, rien qui ne met vraiment Sarah en confiance. Quoi qu'il en soit, elle décide de passer un peu au-delà de ce sentiment-là. Elle avait bien parlé avec lui, la conversation s'était toujours très bien passée, ses amis l'avaient validé, donc elle se dit que c'est peut-être quelque chose à mettre à part. Elle s'installe donc sur le canapé avec ce jeune homme, ils fument un petit peu ensemble, et naturellement, elle et lui commencent à discuter. Elle apprend, au fur et à mesure de la discussion, que lui est autiste Asperger. Alors je suis pas sûr de la prononciation, vous me corrigerez si je me trompe, et donc, de par cela, il a du mal, dans certaines situations sociales, à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et justement ça, c'est quelque chose qui met un peu mal à l'aise Sarah. Pour elle, c'est en quelque sorte un drapeau rouge, elle se dit ça se trouve, il va me faire du mal sans s'en rendre compte. De plus, ce jeune homme ajoute, encore une fois au fur et à mesure de la discussion, qu'il arrive très bien à décoder le langage non verbal, c'est-à-dire qu'il arrive à analyser plutôt facilement le comportement d'une personne, tout ce qu'elle ne dit pas, et qu'il arrive quasiment en fait, de par l'analyse de ce comportement, à lire dans ses pensées, à savoir à quoi elle pense. Après cela, il lit des poèmes qu'il a lui-même écrits, sauf que ce n'était pas du tout un poème comme Le Corbeau et le Renard, absolument pas. Son poème décrivait, dans les détails les plus sordides, l'abus d'un enfant. Sarah nous dit que c'était comme s'il avouait là un fantasme caché. Elle a fait comme si elle appréciait ce qui lui était conté, mais vous vous en doutez, ce n'était absolument pas le cas. Après la lecture du poème, la conversation continue et là vient le sujet de l'ex-petite amie du jeune homme. Et il semblerait, selon ce que lui raconte, qu'ils avaient des activités assez originales. Quand ils prenaient des douches ensemble, ils s'amusaient à s'étouffer, l'un et l'autre, pour voir quelle était la sensation d'avoir le contrôle sur la vie de l'autre. Sarah, c'est pas le genre d'activité qui la tente vraiment, donc elle est mal à l'aise, elle est de plus en plus sur ses gardes, au cas où qu'il se passe quoi que ce soit, elle va être prête à réagir, et bien que avant ce rendez-vous, tout allait plutôt dans le bon sens, ce rendez-vous, on va dire, a fait faire un virage assez brusque sur la voie du « on n'ira pas plus loin que ce rendez-vous-là ». À un moment donné, le jeune homme propose un verre à Sarah. Elle accepte et donc tous deux se rendent dans la cuisine. Et alors qu'elle regarde le jeune homme sortir un verre d'un placard, elle remarque que sur le comptoir de la cuisine, il y a ni plus ni moins qu'une arme. Une arme à feu, et assez paniquée, elle demande pourquoi cette arme est là en évidence dans une cuisine. Le jeune homme constate que Sarah a peur et il essaie de la rassurer en disant que ce n'est pas à lui, qu'elle n'est pas chargée, que cette arme à feu appartient en fait à son père. La tension redescend un petit peu du côté de Sarah, mais pas trop. Elle n'a qu'une envie, c'est de partir. Donc le temps commence à devenir de plus en plus long. Un silence a commencé à s'installer entre elle et le jeune homme qui l'avait invité. Elle commençait à essayer de visualiser toutes les issues possibles si jamais la situation venait à dégénérer. Elle est très tendue. De plus, le jeune homme lui dit qu'à un moment donné, son voisin va peut-être passer. Et le voisin n'est pas un voisin comme les autres. C'est un dealer qui a également en sa possession des armes à feu. De plus, pour ajouter un peu de pression, il dit que ce voisin a un problème psychologique et qu'à tout moment, il peut partir en vrille. Donc, évidemment, Sarah veut partir. Tout de suite, elle essaye d'appeler son père répond et elle prétexte auprès du jeune homme qu'elle a finalement en fait un truc à faire le lendemain qui est très important, donc elle doit partir. Elle essaye de ne pas montrer
qu'elle est terrifiée, elle veut faire semblant de garder son calme et elle surveille son téléphone du moindre message de son père qui lui dirait qu'il est enfin arrivé, pour la sortir de cette situation que personne ne voudrait vivre. Rappelez-vous, le jeune homme a dit qu'il n'avait aucun mal à analyser le comportement non verbal, et il semblerait qu'il n'ait pas menti à ce sujet-là. Sarah explique qu'il a très bien vu qu'elle était absolument terrifiée et qu'elle jouait un rôle en faisant la gentille, celle pour qui tout va bien. Et donc pour détendre l'atmosphère, le jeune homme propose de faire un massage à Sarah. Elle insiste en trouvant des prétextes pour que ça n'arrive pas, mais le jeune homme aussi de son côté insiste là-dessus. Sarah se dit que son père il ne devrait plus tarder, donc finalement elle accepte. Elle a peur de frustrer le jeune homme et que ça le fasse partir en vrille et que finalement ça la mette en danger. Donc Sarah se retrouve en sous-vêtements, sous les mains de l'homme qui la touche de manière assez suggestive. Ce n'est pas un massage classique pour détendre, il cherche vraiment à créer tension intime entre elle et lui. Et là, comme sauvé par le gong, au moment où l'homme va poser sa main sur la poitrine de Sarah, le téléphone de la jeune fille se met à sonner. Elle décroche et c'est son père qui lui dit qu'elle est arrivée. Et elle part directement, sans faire une bise ou quoi que ce soit au jeune homme, elle le salue brièvement et se précipite pour sortir de cet enfer. Une fois arrivée auprès de son père, elle l'embrasse chaleureusement pour le remercier d'avoir fait aussi vite pour venir la chercher. Plusieurs fois après cette fameuse soirée, le jeune homme a essayé de recontacter Sarah, de la convaincre de revenir chez lui. Il a tenté plusieurs arguments, notamment celui où il dit qu'elle a oublié un pull chez lui, mais au bout du compte, Sarah l'a bloqué, préférant perdre un pull que potentiellement sa vie. Après cela, elle n'a plus jamais entendu parler de lui. En tout cas, elle directement. Parce qu'il se trouve qu'une de ses amies, qui était également sur Tinder, une application de rencontre, a discuté avec ce jeune homme. Et comme pour Sarah, il lui a proposé de venir passer une soirée avec lui. Initialement, ça devait se passer en ville, dans un bar, dans un lieu public, mais il aurait insisté pour que cet ami vienne chez lui. Évidemment, en entendant tout cela, Sarah a mis en garde son amie, naturellement, et donc, elle, comme celle qui a partagé son histoire, l'a bloqué. Elle ne sait pas. Sarah conclut son histoire en disant qu'elle ne sait pas si cet homme lui aurait fait du mal, s'il avait des intentions vraiment malsaines ou si il avait juste un comportement assez bizarre et qui met mal à l'aise. Mais quoi qu'il en soit, elle dit, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, de faire très attention quand on rencontre quelqu'un sur les sites de rencontres, de ne jamais aller chez les personnes avant de les avoir rencontrées en vrai au préalable. Et effectivement, Sarah a bien raison, on ne connaît jamais réellement une personne à 100%, même si nos amis peuvent dire que telle ou telle personne est digne de confiance, si on se plonge un peu dans l'histoire. Malheureusement, combien de personnes qu'on pensait être des amis, des personnes fiables, ont en fait été des personnes qui ont pu connaître des actes des plus horribles, comme par exemple des abus. Dans cette nouvelle histoire, la 4e, je vais vous partager quelque chose que nous a partagé Fabien. Fabien nous dit qu'il habitait sur Paris. Et pendant un été, alors qu'on a tous connu une crise assez particulière, la fameuse crise sanitaire, plutôt que de rester à Paris, il a décidé de partir un peu en vacances pour profiter du soleil après avoir été bloqué entre 4 murs. Et donc, il est allé dans le sud, dans la région PACA. Il est parti avec sa petite amie, en location dans un appartement, un Airbnb. Ce n'était pas la première fois qu'il partait en vacances en utilisant cette plateforme, donc il avait plutôt confiance. Il a vu les différentes photos du logement, ça lui convenait à lui et à sa petite amie, donc ils sont partis sur l'appartement qu'ils avaient vu. C'était un logement qui se situait dans une résidence privée, en centre-ville, et le seul petit détail sur l'annonce, c'est qu'il nous dit que généralement on voit la photo du propriétaire, celui qui met en location le logement, sauf que là il n'y avait aucune photo. Il n'y avait que son nom, Paul. Donc le jour J, le jour de partir, Fabien et sa petite amie sont très contents d'aller un peu dans le sud. Le voyage se passe bien, si bien qu'ils arrivent un peu en avance. Donc plutôt que d'aller directement au logement, ils décident de faire un petit tour en ville. Ils avaient rendez-vous à 18h pour récupérer les clés et c'est donc 10 minutes en avance, à 17h50, que le couple s'est présenté à l'appartement. Fabien a garé sa voiture devant la résidence et il prévient Paul
Le propriétaire qu'il est arrivé et Paul annonce qu'il sera à l'heure à 18 h. Donc Fabien et sa petite amie patientent une petite dizaine de minutes et ils se rendent ensuite devant l'appartement. Sauf que, avant même de rentrer dans la résidence, quelqu'un qui sort de sa voiture interpelle Fabien et sa petite amie. L'homme demande si c'est Fabien qui a loué son appartement et instinctivement, Fabien répond que oui. Juste pour s'assurer de l'identité de l'individu, il demande si c'est bien Paul et l'individu répond que oui. Donc jusque-là, tout semble se passer plutôt normalement. Le couple est rassuré parce que le fameux Paul est plutôt bien habillé, il présentait bien et donc il a emmené Fabien et sa petite amie à l'appartement. Ils sont passés par le parking extérieur de la résidence et ensuite ils arrivent devant l'immeuble où il y a le dit appartement qui se trouvait être au 3e étage qui était accessible via un ascenseur. Fabien et sa petite amie rentrent dans l'appartement et déjà, premier point assez étrange, il ne correspond pas vraiment aux photos qu'il y avait sur le site Airbnb. Bon, là pour Fabien, bizarre mais pas choquant non plus, parce que ça peut arriver parfois que le propriétaire ait un peu changé la décoration. Par contre, la deuxième chose que Fabien remarque, et ça c'est un peu plus problématique, c'est que en regardant un peu l'appartement, il n'a pas l'impression que c'est un appartement qui est mis à disposition à la location. Il a plutôt l'impression que c'est un appartement où quelqu'un vit au moment où il arrive. Il y a des miettes de pain sur la table, de la vaisselle entreposée dans l'évier comme si quelqu'un comptait faire la vaisselle un peu plus tard. Mais bon, finalement, il se dit que c'est peut-être Paul, le propriétaire, qui vit là et qui met à disposition son appartement et qu'il n'a pas encore eu le temps de faire un petit brin de ménage. Fabien n'a qu'une idée en tête, lui, c'est pas forcément de rester dans l'appartement pendant toute la durée de ses vacances, lui, il veut juste profiter, se détendre et prendre un peu le soleil. Autre point qui, cette fois-ci, le choque réellement, c'est le comportement de Paul. Il le trouve assez étrange. Par exemple, il conseille à Fabien et à sa petite amie de ranger leurs affaires à des endroits précis. Par exemple, dans la chambre, il y avait une étagère avec un tiroir. Et Paul disait, c'est idéal pour ranger vos objets de valeur, vos portefeuilles, vos bijoux. Vous voyez peut-être vers quoi cette histoire tend. C'est comme si Paul cherchait à savoir à l'avance où allait être rangé tout ce qui pouvait valoir pas mal d'argent et qui appartenait à Fabien et sa petite amie. Comme ça, si jamais il était amené peut-être à vouloir cambrioler l'appartement, il saurait directement où chercher. De plus, il a posé plusieurs questions assez personnelles. Il a demandé si Fabien avait de la famille dans le coin, s'il habitait loin, s'il connaissait les alentours. Un peu instinctivement, comme pour se protéger peut-être, Fabien a répondu que oui, il avait de la famille dans le coin, alors que ce n'était absolument pas le cas. Fabien et sa petite amie ne sont pas du tout paranoïaques. Ils se disent à ce moment-là que Paul est peut-être juste quelqu'un de très curieux. Sauf qu'ils ne savaient pas encore à quoi s'attendre. La visite de l'appartement était sur le point de se conclure. Paul allait laisser les clés à Fabien et à sa petite amie, mais juste avant que Paul ne parte, Fabien a eu une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc lui est allé aux toilettes pendant que sa petite amie était restée avec le propriétaire. Il fait ce qu'il a à faire et alors qu'il est en train de se laver les mains, il sent que son téléphone vibre. Il prend son téléphone et il voit que c'est le numéro de Paul qui s'affiche. Très bizarre. Il se dit pourquoi Paul me contacte alors qu'il est dans la pièce juste à côté. Par curiosité, Fabien déverrouille son téléphone, ouvre le message que Paul lui a envoyé et ce message disait « Excusez-moi du retard, ma voiture est tombée en panne sur la route, j'arrive d'ici 15 à 20 minutes. » Et Fabien constate que le message a été envoyé sur l'instant. C'était pas un message qu'il avait reçu avant et qu'il n'a vu que maintenant. Non, il l'a bien reçu en temps réel. Là, c'est la panique qui s'empare de Fabien. Il décide de sortir des toilettes, de vraiment garder un visage neutre, ne pas montrer qu'il a capté que quelque chose n'allait pas du tout, parce que ce qu'il a compris, c'est qu'en fait, la personne qui lui a fait visiter l'appartement n'est pas Paul, c'est un faux propriétaire. Donc cet individu-là demande à Fabien si tout va bien. Fabien répond que oui et il comptait dire à sa petite amie et au faux propriétaire qu'ils allaient sortir, que lui avec sa copine allait décharger la voiture et en fait non, il comptait partir directement vers un commissariat pour prévenir de ce qui s'était passé. Mais ce faux propriétaire insistait pour aider le couple à décharger leurs affaires. Fabien pense au pire, au vu de la situation il a plutôt raison, il se dit que peut-être qu'au moment où ils auraient monté leurs affaires dans l'appartement, le faux propriétaire allait sortir un couteau pour les agresser, les voler. Donc Fabien trouve une astuce, il dit à l'individu de rester au pied de l'ascenseur et qu'il aura juste à monter les affaires en haut de l'immeuble. La stratégie en fait est plutôt simple,
Le faux propriétaire attend au niveau de l'ascenseur au 3e et il croit que Fabien et sa petite amie vont mettre les valises de l'ascenseur, envoyer l'ascenseur au 3e et que lui va les récupérer. Et ce plan-là est très bien pour Fabien et sa petite amie parce que, en fait, le faux propriétaire n'a aucune idée de ce qu'il se passe en dehors de l'immeuble. Une fois au rez-de-chaussée et à l'abri du regard et des oreilles du faux propriétaire, la Fabien raconte absolument tout à sa petite amie. Il lui montre le fameux message du vrai Paul. Elle était absolument en panique, Elle était terrorisée, traumatisée de s'être retrouvée seule à seule avec cet individu qui aurait pu tenter n'importe quoi. Et donc, le couple décide d'appeler la police. La copine se charge d'appeler la police et Fabien, lui, se charge d'appeler Paul et de le prévenir. La police prévient qu'elle va arriver d'ici une dizaine de minutes. Fabien et sa petite amie prennent la voiture et se garent un peu ailleurs pour pas que le faux Paul, le faux propriétaire, si jamais il sort de l'immeuble, tombe sur le couple dans la voiture en train d'attendre. Ils jouent la carte de la sécurité et encore une fois, ils ont bien raison. Paul, le vrai, envoie un message au couple disant qu'il est arrivé. Une fois le vrai Paul arrivé, là, Fabien et sa petite copine le rejoignent. Tout de suite, le couple a un sentiment, pas de bien-être, mais ils sont en quelque sorte rassurés parce qu'ils comprennent là, ils ont ce sentiment qu'ils ont en face d'eux la vraie personne avec qui ils ont été en contact. Ils racontent toute l'histoire et à la description du faux propriétaire, Paul comprend en fait ce qu'il s'est passé. En fait, il y aurait un voisin qui a un appartement dans la même résidence que là où se trouve le logement de Paul, qui en fait aurait perdu son emploi à cause de la fameuse crise dont j'ai parlé au début de cette histoire. Au moment où le vrai Paul raconte tout ça, là la police arrive, tout le monde se rend justement au 3e étage, là où il y avait le faux Paul qui attendait, il se fait interpeller, il insulte de tous les noms Fabien et sa petite amie, vraiment il est très en colère, et en fait il se trouve que cet individu, après avoir perdu son emploi, était sous un avis d'expulsion. Il était censé quitter son logement, mais il n'avait en soi nulle part où aller. C'est une histoire qui est en soi tragique, mais aussi un peu horrifique, il faut bien l'avouer quand même. Et cet homme, en fait, avait prévu de faire une mise en scène, de prendre les locataires qui étaient censés vivre chez le vrai Paul, de les emmener chez lui, et en fait de les détrousser, voire de leur faire bien pire. Le vrai Paul, lui, a emmené Fabien et sa petite amie dans son appartement et là, ça correspondait vraiment bien aux photos. C'était vraiment la même chose. Donc, c'est là que Fabien et sa petite amie ont compris qu'ils ont été dupés et cette duperie aurait pu aller très loin. Ils pensent que, pour sûr, le but de tout cela était de les voler, prendre les objets de valeur et les revendre pour gagner de l'argent, mais ils se disent évidemment qu'ils n'étaient pas à l'abri, de voir leur vie être mise en danger. Peut-être que le fait de demander s'il y avait des proches qui vivaient dans le coin ou quoi, c'était peut-être pour faire une demande de rançon. Finalement, le couple a pu s'installer comme c'était initialement prévu dans le logement de Paul, ils ont passé leur séjour, ils ont pu profiter bien qu'ils ont quand même toujours gardé en tête ce fameux événement qu'ils ont vécu. Mais quoi qu'il en soit, le moment où le faux propriétaire a été embarqué par la police, c'est la dernière fois qu'ils en ont entendu parler. Après, quand ils ont essayé de se renseigner, de ce qu'ils ont pu savoir, c'est que la procédure était toujours en cours, qu'il y avait un psychologue qui était censé analyser le cas du faux propriétaire pour voir s'il y avait aussi des problèmes psychologiques à mettre dans le dossier. Mais c'est tout. L'histoire s'arrête là. Fabien et sa petite amie ont profité de leurs vacances et ensuite ont pu rentrer chez eux en sécurité avec un souvenir assez particulier de leurs vacances dans le sud. Cette histoire sert de mise en garde, un peu comme toutes les histoires que je peux raconter, tous les threads d'horreur, sur le fait qu'il faut toujours être vigilant quand on effectue une location sur un Airbnb à ce que le logement corresponde bien aux photos qui sont présentées et à bien s'assurer que le propriétaire est bien celui qu'on a contacté, vraiment prendre toutes les mesures de sécurité possibles pour éviter de se retrouver dans des situations comme Fabien et sa copine ont vécu, ou même dans des situations qui auraient pu être bien pires. Dans cette 5e et dernière histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Tiffaine. Tiffaine nous dit que nous étions en 2017, elle allait avoir 21 ans. Elle était heureuse, elle avait un bon travail, une vie sociale bien remplie, une famille qui l'aimait, dont elle était proche, et des amis qu'elle sait qu'elle gardera pour la vie. Et pourtant, elle a fait une rencontre qui a tout changé. Elle a rencontré un homme et au début, tout allait bien. C'était un monde parfait. Lui semblait être le prince charmant. Mais avec le recul, aujourd'hui, elle se dit qu'en fait, il était bien trop parfait
pour être vrai. Les mois de couple se sont passés et à un moment donné, Tiphaine est tombée enceinte. Son compagnon lui a dit être ravi d'être père, mais c'est à partir de cette annonce qui aurait dû être magnifique que là son comportement a changé. Alors qu'il avait toujours un mot pour lui faire sourire, là, il a commencé à toujours avoir un mot pour la faire souffrir. Au début, c'était d'abord des remarques désobligeantes, sans contexte. C'était assez occasionnel et Tiphaine mettait le comportement assez néfaste de son compagnon sur le coup du stress, le stress de devenir père. Mais au fur et à mesure du temps, les remarques devenaient de plus en plus méchantes, inappropriées. Par exemple, il lui reprochait de ne rien faire alors qu'elle s'occupait de ses enfants à lui, alors qu'elle-même était enceinte. Cet homme lui faisait des remarques sur son physique, et bien que on pourrait se dire qu'elle aurait pu partir, à ce moment-là, Tiphaine se disait que le comportement de son compagnon n'était que passager, que ce n'était qu'un énorme coup de stress, que tout cela n'était en fait que dû à la peur. Le temps a encore passé et Tiphaine a mis au monde une petite fille. Sauf que, contrairement à ce qu'elle pensait initialement, le comportement de son compagnon n'a pas changé. Il a commencé à la manipuler, à lui faire croire qu'elle devenait folle. Il l'a manipulée si bien qu'au bout d'un moment, Tiphaine a commencé à douter elle-même de sa santé mentale. Tiphaine est devenue amorphe, elle se décrit comme à l'époque un zombie. Évidemment, elle était dans un mal-être des plus profonds. Et son compagnon n'arrangeait encore une fois en rien les choses. Il la menaçait en disant que les services sociaux allaient s'emparer de son enfant si jamais elle le quittait. Car une personne aussi mal ne peut s'occuper d'un enfant. Et c'est justement par tous ces biais-là que son compagnon la tenait et l'empêchait de partir pour mener une vie heureuse, la vie qu'elle méritait. Bien qu'elle avait tout pour avoir le sourire, son compagnon a petit à petit isolé Tiphaine, la privant de ses amis, de sa famille, et c'est une situation qui était tellement désastreuse pour elle qu'elle en est même venue au point de se dire qu'il vaudrait peut-être mieux qu'elle mette fin à ses jours. Et ça, c'est quelque chose également sur laquelle le compagnon jouait. Quand il voyait Tiphaine au plus bas, prête à mettre en œuvre cette action qui exprime le mal-être le plus profond, il les jubilait, ajoutant même que ce serait même un merveilleux cadeau qu'elle pourrait faire à sa fille. Mais le jour où Tiphaine a eu la force de partir avec sa fille, c'est quand le mal-être ne venait plus de ses doutes, mais de son compagnon lui-même. À chaque fois, la raison pour laquelle elle ne partait pas, c'était qu'elle ne voulait pas perdre sa fille. Rappelez-vous, on l'a menacée disant que jamais on ne laissera sa fille rester avec quelqu'un d'aussi mal, qui aurait une aussi mauvaise influence. Mais un événement a tout changé. C'est quand le compagnon, en fait, lui-même, a réalisé des menaces de mort à l'encontre de Tiphaine. C'est là qu'elle a compris que le problème ne venait pas d'elle, mais venait de son compagnon. C'est là, en fait, qu'elle a réellement ouvert les yeux. Ce sont des événements qui l'ont profondément traumatisée, qui ont eu un impact même après que cette situation ne soit pas résolue mais terminée, qu'elle ne soit plus dans cet environnement toxique, l'incapacité d'avoir une vie normale, elle a un suivi psychologique, car parfois ce ne sont pas des événements où on a des interactions physiques et dangereuses avec des personnes qui nous traumatisent le plus. Parfois, ce sont des personnes qui sont les plus proches de nous et qui manipulent notre esprit, qui nous font le plus de mal. C'est là que cette histoire se termine. Je tenais à vous la partager dans cette série d'histoires-là pour montrer que l'horreur n'est pas que situationnelle, comme certaines des histoires que j'ai pu partager dans cette vidéo. Ça peut aussi être des situations du quotidien qui nous font vivre un enfer. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires d'horreur, ces 5 histoires qui ont causé des traumatismes et qui se passent toutes en France. J'espère que ce sont des histoires qui vous ont intéressé, j'ai fait de mon mieux pour vous les raconter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez me partager votre histoire. Comme je l'ai montré au cours de cette vidéo, ça peut être des situations qui vous ont marqué parce que vous avez été suivi dans la rue, vous avez fait une mauvaise rencontre, ou alors des situations qui traitent d'horreur psychologique. Il n'y a pas de format type, c'est vraiment vous ce qui vous a marqué et qui vous a créé une situation d'horreur qui compte. Donc je vous attends là-bas si vous souhaitez me partager votre histoire ou juste en parler sans que je la partage derrière. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut!